C'est le signal pour dire que vous commencez quand vous avez envie. Bien. C'est la version française. Donc, bonjour à toutes et à tous, ceux qui sont présents dans la salle aujourd'hui et ceux qui nous suivent de plus loin. Donc, aujourd'hui, nous reprenons le séminaire qui a commencé l'année dernière sur l'histoire de la CGTU, une histoire qu'on a souhaité privilégiant l'étude des pratiques et des implantations. Et aujourd'hui, pour en parler, on a le plaisir d'avoir Stéphane Sirot, que la plupart d'entre vous connaissent certainement, qui est historien du politique et du social, historien du syndicalisme. Les ouvrages sur les grèves, sur les électriciens gaziers, sur 1884, j'arrête là l'énumération, avec cependant une mention qui explique aussi pourquoi on a fait appel à lui aujourd'hui. Sa thèse portait sur les conditions de travail et les grèves à Paris dans l'entre-deux-guerres, et sa maîtrise, vous voyez, on remonte le temps, portait sur les grèves dans le bâtiment à Paris avant la Première Guerre mondiale. Donc, Stéphane, on l'a obligé à revenir sur un passé qui remonte à quelques décennies maintenant, pour nous parler d'une branche et d'une fédération, le bâtiment, une branche et une fédération qui a une histoire compliquée, il va nous le dire, qui était avant la Première Guerre mondiale un des piliers du syndicalisme révolutionnaire, qui, du côté des unitaires, l'est aussi à récupérer cet héritage. Et il l'a si bien récupéré que l'ajustement est un petit peu difficile, mais je ne vais pas prolonger plus longtemps. Stéphane, à toi. Merci Michel. Alors effectivement, tu l'as dit, hein, c'est ce que je vais exposer aujourd'hui, c'est des travaux anciens. Ce qui veut dire qu'à la fois, grâce à cette demande, j'ai pu rajeunir, tu l'as dit, de quelques décennies. En même temps, c'était une souffrance, hein, parce que c'est toujours une souffrance de revenir sur ce qu'on a écrit il y a très longtemps. Bon, bref. Alors, précisément, voilà, c'est aussi ça que je trouvais intéressant, c'est d'avoir le regard antérieur à l'existence de la CGTU et d'avoir le regard CGTU. Parce que c'est un peu là-dessus que j'ai axé mes travaux. Alors tu l'as dit, j'y reviendrai, les différents travaux sur lesquels, à partir desquels j'ai travaillé sur la CGTU. Mais l'idée, c'était effectivement de trouver, en tout cas de découvrir, peut-être plus que de trouver, parce que c'est pas forcément ce que je cherchais. Et comme dirait l'autre, on ne trouve pas forcément ce qu'on cherche. Mais en tous les cas, ce qui m'est apparu, c'est quand même une forte filiation entre la tradition du syndicalisme du bâtiment, que j'avais pu étudier dans le cadre de mon mémoire de maîtrise, et les pratiques de la CGTU de l'entre-deux-guerres. Voilà. Parce qu'il me semble d'ailleurs, je vais conclure là-dessus, mais je vais commencer, on peut aussi commencer par cela, même si je le rappellerai en conclusion. Ce qui me semble quand même le plus intéressant, et je pense que tout le monde en est convaincu ici, quand on travaille sur une organisation comme la CGTU, c'est de se focaliser sur son action, ses pratiques, plus que de se focaliser sur les débats de congrès qui disent certes des choses, mais il me semble que si on veut véritablement prendre la mesure de la substance de ce qu'a été la CGTU, c'est quand même à partir de ces pratiques qu'il est plus intéressant de l'observer. Alors, d'autre part, hein, c'est aussi une précision qui, je pense, mérite d'être faite. L'essentiel de ce que j'ai vu dans mes travaux sur la CGTU, je l'ai vu à partir de l'observatoire parisien. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a peut-être aussi une focale qui
qui peut-être met en avant des choses qu'on retrouverait peut-être différemment ailleurs. Mais alors, je voulais brièvement revenir quand même justement sur l'avant-guerre, parce que mon mémoire de maîtrise portait sur les grèves des ouvriers du bâtiment à Paris entre 1898 et 1913. 1898 parce qu'il y a une tentative de grève générale, une vraie. Quand je dis une vraie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, on emploie un peu à tout bout de champ la notion de grève générale. Mais quand on prend sa substance historique, c'est une idée qui porte le changement de société, le renversement du capitalisme. En 1898, c'est quelque chose qu'imagine les ouvriers du bâtiment parisien quand ils partent en grève, une très longue grève, que la CGT va tenter de prolonger par d'autres mobilisations, notamment les chemins de fer, etc. Mais bref, ça va échouer. Et 1913, parce que il y a une grève tournante dans le métro parisien qui va durer presque un an, hein, en 1913, pendant la construction, enfin une partie de la construction du métro. Et cette grève tournante, d'ailleurs, on retrouve ce type de pratique. Hein. J'y reviendrai tout à l'heure dans la manière dont la CGT mène ses propres actions. Hein. Du point de vue des pratiques, au fond, la CGTU n'invente pas grand-chose dans le secteur, à mon sens, mais essentiellement reprend ce qui avait été déjà expérimenté par les prédécesseurs de la CGTU dans le secteur du bâtiment. Donc, ils ont fait, hein, quand même, je rappelle, entre 1898 et 1913, près de 700 grèves, ces ouvriers du bâtiment. C'est-à-dire, ils sont l'avant-garde du mouvement ouvrier. Et ils sont même l'archétype. Jean-Louis Robert l'a montré, hein, notamment pour la région parisienne. Le terrassier, hein, c'est le modèle du syndicalisme révolutionnaire. Avec, c'est pour ça que j'insiste aussi, avec ces deux fondations majeures que sont ou qu'est le syndicalisme révolutionnaire, à savoir du modèle syndicalisme révolutionnaire, à savoir l'action directe et l'autonomie ouvrière. On ne peut pas trouver, avant la Première Guerre mondiale, hein, de secteur, à mon sens, qui soit davantage porteur de ces deux mamelles, si je puis dire, du syndicalisme révolutionnaire. L'action directe, je viens de le dire, près de 700 grèves rien qu'à Paris, hein, en l'espace de 15 ans, et puis autonomie ouvrière, parce que, je prends cet exemple-là, c'est le plus symbolique, quand il y avait des grandes grèves ouvrières dans le bâtiment à Paris avant 14, les ténors de la SFIO cherchaient à se déplacer pour aller leur parler à ces ouvriers agités, hein, mais qui en même temps étaient donc des ouvriers modèles en termes de lutte sociale. Et j'ai le souvenir dans les archives de comptes rendus de police où les orateurs socialistes, quels qu'ils soient ou presque quels qu'ils soient, il y a une exception, mais sinon tous les autres, les Jules Guesde et autres, ils ont beaucoup de difficultés à parler devant eux. Ils n'en veulent pas. Hein. Pour eux, un orateur de la SFIO, voilà, ça ne les intéresse pas, c'est quelque chose qui vient perturber en quelque sorte leur perspective d'autonomie ouvrière. Il n'y en a qu'un seul qui est accepté même, comment dire, applaudi à tout rompre. Je vous laisse deviner de qui il peut s'agir. Et c'est d'ailleurs sur cet épisode-là que j'ai écrit mon premier article, il y a bien longtemps, et c'est Jean Jaurès. Voilà, j'avais écrit un premier article sur Jean Jaurès et la grève des ouvriers du bâtiment en 1898, où quand il arrive, il est accueilli à bras ouverts, quoi. Bon, mais c'est le seul. Hein. Les autres, on n'en veut pas. Donc on a là une forme de modèle syndical, en tout cas au moins dans la région parisienne, qui peut paraître a priori en partie en opposition avec ce que pourrait sembler porter pour certains, en tout cas, la CGTU, c'est-à-dire un modèle de syndicalisme qui n'est pas celui de l'autonomie ouvrière, puisqu'on a là, a priori, une organisation qui est en lien, pour certains incestueux, ce qui me semble une fausse idée, je reviendrai aussi, avec le Parti communiste. C'est plutôt effectivement l'autre versant que va exploiter la CGTU, c'est-à-dire au fond une version action directe. Celui-là, on va le retrouver dans les pratiques parisiennes, notamment de ce syndicalisme unitaire dans le secteur du bâtiment. Donc, je l'ai abordé, ce bâtiment unitaire, dans ma thèse, effectivement, et puis dans quelques articles. Hein, et notamment, alors je vais quand même y revenir assez longuement parce que ça me semble être une certaine originalité quand même, hein, du syndicalisme unitaire, c'est-à-dire la préoccupation vis-à-vis des ouvriers étrangers.
notamment de la main-d'œuvre italienne. Alors, ce qui est évidemment logique parce qu'il y en a beaucoup dans le bâtiment. Mais il y a quand même un effort particulier qui est fait, pas simple d'ailleurs. Là, je vais revenir et donc j'ai écrit 2 articles. Bon, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner par la suite les références hein, sur les ouvriers, les syndicalistes du bâtiment face à cette main-d'œuvre italienne dans l'entre-deux-guerres, et puis un autre sur les parcours de syndicalistes du bâtiment italien dans la même période. Et puis, je vais l'utiliser aussi, une contribution que j'avais publiée dans l'ouvrage dirigé par Pentier, Dreyfus et Nathalie Viette-de-Paul, La part des militants, hein, à partir des biographies du Métron, où j'avais travaillé sur un corpus de syndicalistes du bâtiment de l'entre-deux-guerres, mettant en exergue notamment donc, les particularités du syndicalisme unitaire de ce point de vue. Voilà, donc je reviens un petit peu sur tout cela, avec peut-être des impressions lacunaires, plus que des certitudes avérées, hein, ou plus que des effets de réel, comme dit Le Goff, que seul peut produire la familiarité sur la longue durée avec un sujet sur lequel je ne suis pas revenu pour l'essentiel depuis ces travaux. Donc, premier point sur lequel je voulais quand même insister. La Fédération du bâtiment, c'est une fédération qui tient une place importante au sein de la CGTU. En 1921, avant la scission, juste avant la scission, lorsqu'a lieu le congrès de Lille de la CGT, la Fédération du bâtiment, c'est une de celles qui vote le plus massivement contre le rapport moral de Jouot. Il y a vraiment un rejet massif du rapport de la direction confédérale, hein, avec près de 40 000 votants contre le rapport moral de Jouot sur, à l'époque, a priori, 58 000 adhérents de la Fédération CGT du bâtiment. Donc vraiment un rejet de l'action de la minorité. Au moment de la scission, quand donc est créée la CGTU, et puis dans les années qui suivent, le bâtiment, c'est une des 3 principales fédérations de la CGTU, avec les services publics et avec les chemins de fer. Donc c'est vraiment une des trois places fortes de la CGTU, en tout cas si l'on en croit, parce que c'est à ça que je me suis rapporté, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu grand-chose de mieux de fait depuis, même s'ils sont anciens, aux chiffres élaborés par Antoine Pro dans sa thèse sur la CGT à l'époque du Front populaire, mais comme vous le savez, qui contient toute une série de tableaux qui couvrent l'ensemble de l'entre-deux-guerres. Donc un poids numérique absolument essentiel. Avec aussi, au-delà de ce poids numérique, me semble-t-il, un rôle important, des fonctions importantes au sein de l'organisation. Quand je reprends l'échantillon que j'avais retenu pour l'article que j'évoquais dans l'ouvrage collectif sur la part des militants, donc c'est un échantillon certes limité, mais enfin qui comprend quand même les principaux responsables de la CGT sur l'entre-deux-guerres. Dans le Métron, il y en a 32 hein, que j'avais retenus, qui ont des responsabilités locales et nationales. Difficile d'en retenir beaucoup d'autres. Sur les 32, il y en a 6 qui ont été secrétaires d'UD, hein, donc 6 secrétaires d'union départementale, 3 autres qui ont été secrétaires adjoints, 5 qui ont été secrétaires d'UL, 2 qui ont été secrétaires de la CGTU, alors notamment un des plus connus, à savoir Marcel Giton, et un qui a siégé au bureau confédéral, en l'occurrence René Arrachard. Donc quand on fait le total, on a quand même, sur 32 militants, hein, ça en fait 17 hein, qui ont eu des responsabilités au-delà même de leur seule structure fédérale. Alors, par ailleurs, ce qu'on peut constater aussi, c'est que ce syndicalisme militaire dans le bâtiment, c'est le syndicalisme dominant du secteur. Et même très dominant parmi les 3 syndicalismes, hein, parce qu'il n'y en a pas 2, il y en a 3 hein, dans le secteur du bâtiment, puisque à partir de 1923, la CGTU doit affronter la forte concurrence, en tout cas localement, du syndicalisme autonome. Alors c'est le cas notamment dans deux agglomérations, Paris et Lyon. Il y a vraiment à Paris et à Lyon deux forts syndicats autonomes. Alors,
Bon, on y reviendra, mais ça reste malgré tout relativement circonscrit et même y compris statistiquement, ça n'est pas si énorme que cela. Mais bref, donc à partir de 1923, pourquoi? Parce que fin 1923, donc, il y a plusieurs syndicats de la Fédération CGTU du bâtiment qui la quittent pour entrer dans l'autonomie, notamment donc, et surtout à Paris et à Lyon. Et puis l'année suivante, le 31 octobre 1923, le Comité national fédéral extraordinaire de la Fédération CGTU, qui est aux mains des minoritaires, en fait, de ce qui est alors la majorité de la CGTU, donc qui est proche du Parti communiste, sauf qu'à la Fédération du bâtiment, ceux qui sont en majorité au sein de la direction de la Fédération, ce sont des minoritaires dans la CGTU. Et donc le 31 octobre 1924, ce Comité national fédéral extraordinaire de la Fédération unitaire décide l'autonomie à partir du 1er janvier 1925. Donc la direction fédérale décide l'autonomie. Alors attention, ça ne veut pas dire que la fédération va entrer dans l'autonomie. Ça ne va concerner en réalité, parce qu'il n'y a pas d'hémorragie d'adhérents, ça va concerner seulement ceux qui continuent de se reconnaître dans une tradition plus en lien avec le syndicalisme du bâtiment d'avant-guerre, la tradition anarcho-syndicaliste. Bon, voilà. Donc ça représente en gros, de ce que j'ai pu constater, pour ça que je disais qu'il n'y a pas d'hémorragie d'adhérents, entre 1921 et 1926, si on compare les chiffres, la Fédé perd environ, au moment de la scission, elle compte environ 48 000 adhérents, elle en perd environ 2 000 au milieu des années 20. Bon, voilà, donc on n'est pas dans une fuite brutale vers le syndicalisme autonome du bâtiment. Donc la Fédé conserve l'essentiel de ses militants. Et alors, si on la compare à la CGT confédérée, là, comme dirait l'autre, il n'y a pas photo. Pour vous donner les chiffres que donne Antoine Pro, bon, alors, ça varie, le rapport varie, mais grosso modo, si on s'en tient à l'ensemble de la période, si on voulait schématiser, on va dire que la Fédération CGTU du bâtiment, elle compte à peu près 2 fois plus d'adhérents que la Fédération CGT confédérée. Pour vous donner les chiffres, alors il donne deux périodes entre le milieu et la fin des années 20. Donc il y a en gros entre 38 000 et 46 000 adhérents à la Fédération CGTU. Pour la CGT confédérée, il y en a entre 16 000 et 30 000 pour la même période, milieu des années 20 jusqu'à la fin des années 20. Et pour la première partie des années 30, donc en gros jusqu'à la réunification, à la CGTU, on est entre 24 000 et 35 000, entre le début et le milieu des années 30. Et à la CGT, on serait entre 10 000 et 13 000. Donc, on a quand même si on voit que la fédération CGTU, à certains moments, a pu perdre des adhérents, il n'en reste pas moins qu'elle reste largement supérieure à la fédération du bâtiment confédéré. Alors, avec, je disais, ce qui me semble être, en tout cas, une certaine particularité de cette fédération, et de la CGTU d'ailleurs, pas seulement de cette fédération, avec un effort, une espèce d'implantation qui se veut volontariste, ou en tout cas plus volontariste que celle de la CGT confédérée, parmi la main-d'œuvre étrangère. Alors, avec un succès, je vais y revenir, un succès qui reste malgré tout limité. Cela étant, il y a quand même des efforts particuliers qui sont faits par la CGTU en général, parce que si je prends toujours l'Observatoire de la région parisienne, quand j'y avais travaillé pour ma thèse, j'avais pu voir aussi d'autres secteurs d'activité auxquels ne s'intéressait pas du tout la CGT confédérée et où la CGTU cherche à être présente. J'ai publié un article sur une grève assez emblématique dans les années 30, qui était une grève de laveurs de voitures. Donc ceux qui lavaient les taxis, tout ça, qui étaient pratiquement tous algériens, et qui pour la plupart d'ailleurs ne parlaient pas français. Cette grève, c'est une grève qui fait pas mal de bruit dans la région parisienne à l'époque, et les militants de la CGTU sont les seuls, en tout cas de ce que j'ai pu constater dans le champ syndical, à aller à la rencontre, dans leurs assemblées générales, de ces laveurs de voitures algériens.
Alors d'ailleurs, ça a été assez compliqué. En même temps, on voyait bien aussi la stratégie, hein, qui est à mon sens aussi celle que la CGTU met en place, hein, au travers de sa synergie entre les revendications sociales et les revendications politiques, hein, qui devient assez vite, à partir du milieu des années 20, justement, d'après les travaux de Bertrand Badi, que tout le monde a dû lire, la stratégie que met au point le Parti communiste, hein, c'est-à-dire se servir des revendications sociales, des mobilisations sociales pour, si possible, diffuser un certain nombre de mots d'ordre politiques. Bon. C'est ce que fait lors de cette grève des laveurs de voitures algériens, la CGTU, où on parle pas mal de colonisation. La question est discutée. Voilà. Où les orateurs de la CGTU, bon, on va dire grosso modo, déploient l'argumentaire du Parti communiste de l'époque. Bon, là, je m'égare un peu pour en revenir à la main-d'œuvre étrangère dans le bâtiment. Alors, on peut comprendre pourquoi cette main-d'œuvre étrangère intéresse particulièrement la CGTU dans le secteur. C'est qu'évidemment, il y a énormément de main-d'œuvre étrangère, notamment de main-d'œuvre et surtout de main-d'œuvre italienne. Donc, c'est surtout en direction des Italiens que l'effort est porté. En gros, au début des années 30, hein, au recensement de 31, il y a environ 15% d'Italiens dans la main-d'œuvre du bâtiment, avec des professions dans lesquelles ça va bien au-delà, les terrassiers, par exemple, les cimentiers, enfin bref, il y a une série de professions dans lesquelles la main-d'œuvre italienne est massive. Bon. Donc, évidemment, c'est un enjeu pour la CGTU qui est un enjeu majeur. Et pratiquement dès sa naissance, hein, de ce que j'ai pu en voir, cette fédération de CGTU va mener une propagande spécifique à l'égard de cette main-d'œuvre, hein, et à l'égard donc plus particulièrement des Italiens. En juillet 1923, dans le rapport moral qu'il prononce devant le congrès de son organisation, le secrétaire général de la fédération de l'époque, qui s'appelle Couture, dit ceci: nous avons fait des tracts en italien, hein, nous avons réservé dans notre journal Le Travailleur du bâtiment une page en langue italienne, nous avons fait des affiches en italien, nous avons eu des propagandistes italiens, nous avons fait tout ce que nous avons pu. Alors, la fin, voilà, hein, action volontariste, mais la fin de la phrase montre bien aussi la difficulté, hein, qu'il peut y avoir, et je vais y revenir, à syndiquer cette main-d'œuvre. Alors, il faut rappeler aussi que quelques mois plus tôt, hein, la CGTU s'était dotée en mai 1923 d'un bureau central de la main-d'œuvre étrangère, qui était chargé de regrouper au sein de comités intersyndicaux les militants étrangers de même nationalité, avant de constituer ensuite des comités secondaires par région ou par département. Donc, il y avait vraiment voilà, hein, c'était structuré, bien organisé à l'égard de cette main-d'œuvre, et pas seulement, donc, pas seulement celle des Italiens, et pas seulement non plus celle du bâtiment. Alors, si je reviens au bâtiment, c'est le syndicat des terrassiers qui va particulièrement être actif dans cette recherche d'adhésion de ces étrangers, parce que, je le disais aussi, hein, ils sont particulièrement concernés par la présence de cette main-d'œuvre étrangère italienne. Alors, je vais citer le secrétaire du syndicat des terrassiers, qui dit ceci, hein, aussitôt que des chantiers nous sont signalés comme occupants des étrangers, nous prenons nos dispositions de façon à avoir avec nous un camarade propagandiste connaissant la langue italienne. Hein, donc voilà, l'idée, c'est d'arriver à repérer, donc, hein, aussi vite que possible les chantiers sur lesquels est embauchée cette main-d'œuvre étrangère italienne plus particulièrement, et évidemment, hein, de s'adjoindre des militants qui sont capables de communiquer avec eux. Et il explique ensuite, on est au milieu des années 20, hein, il informe ensuite son syndicat des terrassiers, donc, que son organisation, je cite, a désigné dans son conseil d'administration un camarade italien, hein, et que pendant un an de travail, nous avons réussi à organiser environ 1000 de ces ouvriers étrangers, dont 500 Italiens, ce qui, à l'échelle de la région parisienne, est plutôt pas mal. Et à la même date, hein, milieu des années 20, chez les cimentiers, on retrouve également l'intervention d'un dirigeant du syndicat qui estime que, je cite, sur 2500 adhérents, nous avons la moitié de camarades italiens. Voilà, donc il y a une certaine, on ne va pas dire que c'est un succès
succès phénoménal, mais en tout cas, il y a quand même voilà, une certaine efficacité du travail qui est fait en direction de cette main-d'œuvre. Qui, a priori, de ce que j'ai pu là encore en voir au travers de mes recherches, la situation est plus compliquée à partir du milieu des années 20 et surtout du début des années 30. Pourquoi? À mon sens, parce que dès 1924, début 1925, on assiste aux premières expulsions de communistes italiens qui sont renvoyés. Ce qui va contribuer, évidemment, à partir de ce moment-là, et très vite, dans les années qui suivent, ces expulsions de militants assez chevronnés, ça va désorganiser les structures. Ça désorganise les structures, ça complique l'action syndicale en direction de cette main-d'œuvre, et puis s'ajoute aussi, en tout cas on peut le penser, pour cette main-d'œuvre elle-même, une crainte, et puis certains militants sans doute, une crainte de la répression étatique et patronale, et puis aussi l'influence quand même, il faut le noter, qui tend à croître du fascisme italien et de ces organisations en France qui viennent évidemment brouiller le message porté par les syndicalistes unitaires. Puis il faut y ajouter aussi, ça c'est une réalité, la difficulté à intéresser les militants français de la CGTU, du bâtiment, à la syndicalisation de cette main-d'œuvre. Ça, c'est quelque chose de récurrent. Et on peut en vouloir pour preuve que lorsqu'on lit la presse du bâtiment CGTU ou qu'on lit les comptes rendus de congrès, très régulièrement, si ce n'est pas dire tout le temps, il y a des rappels à l'ordre qui sont faits par les dirigeants vis-à-vis donc de leurs militants, s'agissant de leur action vis-à-vis de la syndicalisation de cette main-d'œuvre. On les raboue régulièrement en leur expliquant qu'il faut aller les chercher, qu'il faut s'en occuper et qu'il faut les syndiquer. Alors après, malgré tout, y compris dans la seconde moitié des années 20 et au début des années 30, dans les professions où la main-d'œuvre étrangère reste la plus importante, on continue à avoir une propagande qui s'exerce même, y compris chez les terrassiers, encore une fois, de manière assez active. Alors, apparemment, qui s'exerce aussi par le biais du militantisme communiste, qui vient en aide, d'une certaine façon, au syndicalisme CGTU dans ce bâtiment parisien. Pour prendre un seul exemple, j'ai retrouvé un rapport de police de février 1930 qui dit ceci, qui évoque des chefs de cellules communistes de nationalité française qui, souvent, avant de faire embaucher les ouvriers étrangers, exigent que ceux-ci soient titulaires de la carte de la CGTU. Voilà, donc apparemment, il y a une synergie qui s'opère entre militants communistes et militants unitaires, qui sans doute d'ailleurs, ça le rapport ne le dit pas, je ne suis pas allé chercher plus loin là-dessus, qui sont peut-être aussi les mêmes. Je vais revenir, les interactions sont évidemment entre militantisme communiste, partisan et militantisme de culture syndicale communiste, les interactions sont constantes. Alors, ce qu'on retrouve aussi, bien sûr, et c'est de là sans doute que vient également toute une part des difficultés de la CGTU à s'implanter massivement au sein de cette main-d'œuvre étrangère, on retrouve, alors là ça n'a rien d'exceptionnel, les discours classiques qui insistent sur les thématiques elles-mêmes très classiques à l'égard des étrangers. Quand on lit les congrès des syndicats CGTU du bâtiment, on retrouve une litanie de citations où on explique que voilà, les étrangers, les Italiens, ils dégradent les conditions de travail, ils font baisser les salaires, ils brisent les grèves. Voilà, donc, ils sont une menace plus qu'autre chose. Ça, c'est souvent la parole du délégué de base ou du militant qui représente un certain état d'esprit de la base. Bon, je vais donner une ou deux citations que j'avais retenues dans mes travaux parce qu'elles me semblaient assez emblématiques de cela. Chez les terrassiers, par exemple, au congrès de la fédération CGTU des terrassiers de la Seine en septembre 1927, un délégué dit ceci: « Nous voulons bien être internationalistes, c'est entendu,
mais nous voulons aussi défendre nos corporations, nos us et coutumes, nos salaires et nos viteurs, expliquant que tout ça c'est menacé par cette main-d'œuvre étrangère. Dans la même profession, pendant une CE, enfin, une commission exécutive de l'Union CGTU des syndicats de la région parisienne, il y a un terrassier qui se lève et qui affirme, hein, je le cite, qu'il n'y a qu'un moyen pour obliger les étrangers à se syndiquer, celui de l'action directe contre les macaronis et contre les escargots. Alors, les macaronis, tout le monde a compris de qui il s'agissait, les escargots, je ne sais pas. Si ça vous dit quelque chose, pour eux, les escargots, ce sont les Espagnols. Voilà. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Quel rapport entre les escargots et les Espagnols? Et bon. Voilà, bref, en tout cas, c'est comme ça que les terrassiers parisiens, unitaires ou peut-être pas seulement unitaires. C'est peut-être la transcription, hein, qui a foiré là, parce que Espingo, voilà. Espingo, ouais, j'aurais tendance. Peut-être. C'est une coquille. Ouais. Ça se peut. C'est le compte rendu du congrès. Alors, qui met entre parenthèses espagnol. Ouais. Voilà. Alors, on a aussi d'ailleurs y compris des grèves, hein, dans lesquelles, parmi les revendications, et des grèves menées par des unitaires, il y a la demande d'une limitation de la main-d'œuvre étrangère. Donc ça, il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Ce n'est pas non plus très rare. Hein. Et même, y compris parfois des mouvements qui se veulent avoir une certaine ampleur. Je prends un exemple. Le 1er mars 1926, tous les syndicats du bâtiment parisien de la CGTU lancent une grève d'une journée. Hein. Et parmi les revendications, il y a la demande d'un contrôle de l'entrée de la main-d'œuvre étrangère. C'est formulé de cette manière-là. Donc, voilà, c'est une revendication qui apparaît dans un certain nombre de conflits sociaux. C'est pas pour des chantiers publics, par exemple? Non, alors là, en l'occurrence, c'était une grève qui se voulait générale du bâtiment parisien. Alors après, est-ce qu'il visait plus particulièrement ce type de chantier? C'est possible. En tout cas, ça faisait partie du corpus revendicatif de la journée en elle-même. Alors avec, je le disais, hein, j'insiste quand même, un certain décalage entre la base et le sommet. Hein. On voit bien dans les conflits sociaux ou dans les interventions de congrès que cette base, elle est beaucoup plus rétive avec un sommet, des responsables qui, eux, sont beaucoup plus enclins à des discours, je dirais, de solidarité et d'internationalisme. Alors, ce succès quand même, parce que malgré tout, quand on reprend les chiffres évoqués tout à l'heure, et puis y compris cette relative implantation parmi la main-d'œuvre étrangère, hein, que ne connaît pas, donc encore une fois, la CGT confédérée, hein, comment on peut l'expliquer? Pourquoi est-ce que cette fédération unitaire du bâtiment parvient à rassembler davantage que la fédération confédérée? Alors, à mon sens, je le disais au début, parce que c'est le syndicalisme qui, au fond, dans les pratiques, dans la conception des pratiques, reprend l'héritage du syndicalisme révolutionnaire. Voilà. Donc, on a pour moi, et c'est peut-être vrai d'ailleurs au-delà du bâtiment, peut-être vrai même pour la CGTU en général, on a un syndicalisme qui se situe, je dirais, entre rupture et tradition. Voilà. Et c'est ce mélange-là qui peut produire, dans un certain nombre de cas, et c'est le cas dans le bâtiment, peut-être pas dans d'autres, et sans doute pas dans d'autres, mais en tout cas dans le bâtiment, qui génère, à mon sens, un certain succès. Alors la rupture, évidemment, par rapport à la tradition que j'évoquais tout à l'heure de l'avant-guerre, de l'autonomie ouvrière, elle est évidemment incarnée par le lien avec l'organisation communiste, avec le Parti communiste. Et effectivement, on peut le constater de manière y compris chiffrée. La double appartenance PCF-CGTU, parmi les responsables du syndicalisme unitaire du bâtiment, elle est extrêmement fréquente. Je vais y revenir. Puis je rappellerai aussi quand même, parce que je l'aime bien, c'est un militant sur lequel j'ai pas mal travaillé, qui était donc le dirigeant de la fédération du bâtiment CGT d'avant 14, qui s'appelait Raymond Périca. Je pense que ça dit quelque chose à pas mal de monde. Un militant qui mériterait une plus longue biographie que celle du Métron, que j'ai d'ailleurs rédigée.
Et Raymond Périca qui crée donc en 1919 le premier parti communiste. Alors, éphémère, hein. Il ne va pas durer très longtemps. Alors, mais par opposition à la guerre, bon, Périca lui-même, il avait fait la guerre, hein. Il avait été mobilisé, il raconte dans son journal sa mobilisation, puis après, quand il revient, donc il devient assez vite un opposant à la poursuite du conflit, hein, et puis voilà, l'espoir de la révolution russe, etc. Bref, il fonde ce parti, et puis il va rejoindre ensuite, hein, après le congrès de Tours, dans la foulée du congrès de Tours, il va lui-même être encarté au Parti communiste, enfin au PC. Il a fondé le premier PC, puis il sera au PC, au Parti communiste, après 1920. Alors, quand on regarde l'échantillon du métron dont je parlais tout à l'heure, sur mes 32 responsables de haut niveau, hein, certes, de la CGTU du bâtiment, sur 32, 31 sont adhérents du Parti communiste. Ouais, presque tous les... Ils sont adhérents longtemps. Oui, ceux-là dans la durée, hein, y compris, alors je vais revenir, pour certains même, ils sont élus députés en 1936. Alors avec d'ailleurs, y compris différents niveaux de responsabilité. Sur les 31, donc 31 sur 32, 6 d'entre eux ont siégé à un moment donné au comité central, hein, du Parti communiste. Marcel Giton, dont je parlais tout à l'heure, il a même siégé au secrétariat du parti. Et il y a eu plusieurs députés, au moins 3. Giton, hein, il a été élu député communiste. Je vais en citer un ou deux autres dont le nom résonnera sans doute. Jules Fourier, hein, un militant du bâtiment très connu aussi, qui serait élu député communiste. Marcel Brout également. Donc, plusieurs députés, 2 secrétaires de région, 3 dirigeants fédéraux. Et puis, sur les 31, 22 ont été à un moment donné candidats à des élections sous l'étiquette du Parti communiste. Voilà, donc clairement, dans ceux qui sont restés, hein, bien sûr. Après, j'ai dit tout à l'heure, les plus chauds partisans de l'autonomie ouvrière sont partis dans l'autonomie, hein, mais ceux qui sont restés à la CGTU, là, ils étaient bien ancrés aussi dans le militantisme communiste de type partisan. Donc, clairement, voilà, là, on a effectivement, hein, une rupture, au sens où, de fait, je dirais, ces militants intègrent qu'ils ne portent plus en autonomie comme auparavant, dans le cadre du syndicat, l'utopie politique qui consistait pour eux, à guerre, à postuler ou à imaginer un bouleversement de société via l'outil de la grève générale. Donc, voilà, ils admettent que désormais, cette démarche, elle est avant tout évolue à l'organisation partisane. Donc, je dirais que les syndicalistes du bâtiment, comme d'autres, en tout cas, font ce que j'appelle de la politique essentiellement par procuration. Voilà. Et d'ailleurs, ils ne parlent plus, enfin, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Alors après, encore une fois, il faudrait aller plus loin, affiner, puis revoir sans doute plein de belles sources. Ils n'ont plus ces grands discours qu'ils avaient avant sur les vertus de la grève générale. Enfin, moi, j'en trouve pas. On n'en trouve plus. Avant 14, on en trouve beaucoup. Les syndicalistes du bâtiment, notamment à Paris, qui parlent de grève générale à visée révolutionnaire, hein, vous en trouvez en permanence. Ils sont d'ailleurs très pragmatiques. Mais enfin, en tout cas, il y a tout un discours autour de cette question de la grève générale qu'on ne retrouve plus chez eux, de ce que j'ai pu en voir par la suite. Cela étant, à côté de cette dimension qui peut sembler une dimension de rupture, alors qui n'est pas complètement une dimension de rupture à mon sens, parce qu'on a toujours quand même l'optique de la révolution. Hein, voilà, sauf la différence, c'est qu'on ne la fait plus tout seul. Bon, mais on est à un moment donné où le Parti communiste prétend être un parti de rupture. Bon, dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20 et début des années 30, on a quand même un parti qui veut, a priori, mettre à bas le système capitaliste. Donc on peut penser aussi que d'une certaine façon, la visée révolutionnaire qu'est la leur, elle est recyclée via la voie partisane, hein, même si ça n'est plus par le biais de la perspective de l'autonomie ouvrière. Donc je disais peu de traces. D'ailleurs, quand on regarde les conflits, parce que
Enfin, moi, j'avais vu quand j'avais fait donc, ma thèse sur les grèves parisiennes, assez souvent, hein, dans pas mal de conflits, on trouve des traces de l'immixtion, de la tentative d'immixtion du politique dans les conflits sociaux. C'est assez récurrent. Bon. Dans le bâtiment, je n'ai pas trouvé d'exemple. Alors, il y en a peut-être hein, que je n'ai pas trouvé, mais autant, par exemple, pour faire cette comparaison, dans les grèves des métallos parisiens, on retrouve très régulièrement des interventions d'élus communistes, de militants communistes qui viennent en tant que militants communistes et pas en tant que syndicalistes, parce qu'il y a aussi les syndicalistes des métaux, CGTU, qui pilotent ces grèves et qui sont aussi des militants communistes. Mais en l'occurrence, quand j'évoque l'immixtion du politique, c'est via des orateurs qui viennent en tant que représentants de leur organisation. Ça, je ne l'ai pas trouvé dans les grèves du bâtiment. Alors, est-ce que c'est lié à une tradition probablement, hein, mais en tout cas, je n'en ai trouvé aucune, parce que j'ai regardé, je suis replongé dans ma thèse, et toutes les citations que j'ai données diverses et variées de ces exemples-là, j'ai constaté que j'en avais trouvé aucun, et si j'avais trouvé, je pense que je l'aurais mis, parce que comme j'étais encore à l'époque très attaché, je le suis toujours, à ce secteur d'activité, je pense que je l'aurais mis. Par contre, les métaux, là, on en trouve beaucoup. Alors peut-être que c'est aussi lié, hein, je ne sais pas si c'est... Alors, je pense que c'est lié en effet à une tradition. C'est peut-être lié aussi à une focale, au sens où, notamment en région parisienne, hein, et là encore, je fais référence aux travaux de Jean-Louis Robert. Je disais tout à l'heure, il montrait que au début de la guerre, l'archétype du militant révolutionnaire syndicaliste, c'était le terrassier. Alors, on voit une inflexion qui se produit pendant et au lendemain de la guerre. L'archétype, ça devient le métallo. Hein, c'est plus le terrassier, c'est le métallo. Alors peut-être aussi que ça peut expliquer pourquoi des militants ou des responsables communistes, des élus communistes cherchent à intervenir davantage dans les grèves du secteur de la métallurgie, peut-être parce que aussi le parti en a fait une figure emblématique, une incarnation de ce qu'il veut représenter. Comment ? De la zéro. Oui, voilà. Bon, moi, je préfère quand même émettre toutes les hypothèses. Alors d'ailleurs, entre parenthèses, hein, ils ne sont pas très bien reçus la plupart du temps, hein, y compris par les métallos, ou dans les assemblées générales. Alors déjà, ils viennent, on voit bien, avec certaines pincettes de la part des responsables syndicaux, mais souvent, ils se font rabrouer. Hein, et dans les assemblées générales de grève, on a souvent des prises de parole, mais qu'est-ce qu'ils viennent nous raconter, enfin, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, quoi. On est en train de faire une grève, on a des revendications, qu'est-ce qu'ils viennent nous parler du Parti communiste, bon, c'est pas le sujet. Voilà. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment, de même qu'on retrouve d'ailleurs, pas seulement dans le bâtiment, mais en général chez les unitaires parisiens, et sans doute aussi chez d'autres, cette façon de rechigner fortement, et même de bouder d'une certaine manière chez certains, les convocations par le Parti communiste de journées de mobilisation, autour des journées du 1er août, par exemple, hein, autour de l'anniversaire de la déclaration de la guerre. Bon, il y a des jours, le Parti communiste demande, via l'international, que soient organisées des journées de mobilisation le 1er août, dans les années 20. Bon. Et donc, le parti enjoint les syndicats CGTU de mobiliser pour cette journée du 1er août. Là, on retrouve des tas de témoignages, de rapports et autres qui expliquent que, voilà, pour eux, militants CGTU, communistes quand même, mais les militants CGTU, avant tout dans ce cadre-là, on s'est voué à l'échec, on ne veut pas de ça, enfin, voilà, il y a vraiment un rejet, une mise en retrait, voire un rejet vis-à-vis de ce type d'initiative vécue comme étant des injonctions politiques et partisanes qui, pour ces syndicalistes, n'entrent pas en résonance avec leur base ouvrière. Et donc, il y a même des syndicats qui veulent pas, qui n'appellent pas à mobiliser, notamment la STCRP, là, dans les transports. Ils ne veulent pas y participer à tout ça. On peut penser aussi que c'est sans doute en grande partie le point de vue des syndicalistes du bâtiment unitaire. Alors, pour en revenir plus du côté de la tradition, là, ce qu'on voit quand même très clairement, c'est que tout simplement, ces militants unitaires
en substance, ils reprennent les pratiques et les méthodes de lutte d'avant-guerre. Voilà, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes. Alors, moi, je n'ai pas vu de différence majeure entre la manière dont les ouvriers du bâtiment, encadrés par leurs syndicats, faisaient grève avant 14 et la manière dont ils faisaient grève dans l'entre-deux-guerres sous la férule des syndicalistes unitaires. C'est exactement la même chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la même chose? Alors, déjà, ça veut dire beaucoup de grèves. Il y en a encore pas mal, même si le bâtiment n'est plus comme avant. C'est effectivement les métallos qui s'inscrivent dans l'entre-deux-guerres en figure de proue et en avant-scène de la mobilisation sociale, mais de toutes les professions je ne vais pas revérifier, mais si mes souvenirs sont bons, le bâtiment s'inscrit en 3e ou 4e position parmi toutes les professions qui font grève à Paris dans l'entre-deux-guerres. Donc, on a encore une activité gréviste extrêmement intense, des grèves plus souvent qu'ailleurs violentes, hein, parce que les grèves du bâtiment d'avant 14, on n'hésitait pas à faire le coup de poing. Alors, comme d'habitude, d'abord les jaunes, hein, et puis éventuellement envers les forces de l'ordre. En tout cas, on n'avait pas spécialement peur de l'usage de la force physique. Et cet usage-là, il est assumé, y compris dans l'entre-deux-guerres. Et puis, ce qu'on peut aussi considérer comme relevant de la tradition et le relevant de l'usage privilégié d'une pratique qui est celle de la lutte de classe par la grève, c'est l'ampleur hégémonique de la présence de la CGTU dans les grèves parisiennes du bâtiment. D'après mes calculs, lorsqu'une grève a été encadrée par un syndicat à Paris dans l'entre-deux-guerres, ce qui est le cas dans l'immense majorité des situations, dans 82% des cas, ce sont des syndicalistes unitaires qui menaient ces grèves. Donc là, on n'est même plus dans un rapport de 1 à 2, quand j'évoquais tout à l'heure le nombre d'adhérents. Hein. Voilà, 82% des grèves menées par des syndicalistes du bâtiment, ce sont des syndicalistes unitaires qui les mènent. Le reste, alors 4-5%, c'est les autonomes. Bon, autour de 5%, oui, c'est ça, autour de 5%. Donc ça montre aussi d'ailleurs qu'au fond, il n'y a pas tellement, alors que Paris est censé être avec Lyon le bastion de ce syndicalisme autonome, on voit bien qu'il n'est pas non plus finalement un challenger, si je puis dire, si important que ça, en tout cas dans le cadre des conflits sociaux, pour les syndicalistes du bâtiment. Et puis donc le reste, c'est-à-dire autour de 13-14%, c'est des syndicalistes confédérés qui mènent ces grèves. Voilà. Mais c'est vraiment quand même très largement, on voit bien l'apanage des syndicalistes unitaires. Avec l'usage classique, je pense à celui de la grève tournante, par exemple, qui était souvent utilisé sur le chantier du bâtiment. Tout à l'heure, je parlais de la grève des ouvriers du métro parisien, juste avant la Première Guerre. C'était ça, elle a duré presque 1 an parce que c'était des grèves tournantes, c'est-à-dire chantier après chantier. Ils se mettaient en grève les uns après les autres. Ce qui faisait que ça permettait d'organiser la solidarité. Quand un chantier était en grève, les autres se cotisaient pour venir au secours des grévistes. Et puis, quand les grévistes obtenaient satisfaction, c'était un autre chantier qui se mettait en grève, et ainsi de suite. Et tout ça avait duré pendant 1 an. Et donc, cette pratique de grève, on la retrouve aussi en usage dans le bâtiment de l'entre-deux-guerres, lorsqu'il s'agit de militants unitaires qui les mènent, ces conflits. Donc, l'usage de la grève tournante, hein, qui est vraiment, là, pour le coup, en plein dans la tradition de la pratique gréviste du secteur, avant 14 déjà, on la retrouve dans l'entre-deux-guerres. On retrouve toute une série, y compris dans les pratiques syndicales, en plus au-delà de la grève, des choses aussi très classiques du syndicalisme du secteur, hein, des pratiques très anciennes, dans la manière, par exemple, de choisir les représentants ouvriers. Parce qu'il y avait une tradition qui existait dans le syndicalisme du bâtiment déjà avant la Première Guerre, qui consistait à désigner les ouvriers qui seraient destinés à négocier avec les patrons si besoin. Donc les ouvriers devaient désigner des interlocuteurs, y compris avant que la grève se déclenche, des interlocuteurs dédiés à des éventuelles tractations avec les employeurs. On retrouve cette pratique-là dans l'entre-deux-guerres. Je vais citer les mémoires d'Auguste Lemasson, qui n'ont jamais été publiés, mais j'en ai une copie chez moi, qui était un des dirigeants du syndicat des terrassiers parisiens, et qui dit ceci, hein, je le cite, ça montre bien le lien qu'il fait lui-même
entre l'avant et l'après. Les délégués n'étaient pas élus à bulletin secret, mais à main levée. Alors ça, c'est aussi une pratique qu'on peut retrouver ailleurs aussi, hein, mais c'est vrai que dans le bâtiment, on détestait les votes à bulletin secret. Ils détestaient ça. Contrairement à d'autres, je pense par exemple au livre. Chez les ouvriers du livre, on pratiquait beaucoup le vote à bulletin secret. Chez les ouvriers du bâtiment, c'est considéré, alors, je vais peut-être être caricatural en disant ça, c'est la méthode de vote des lâches en quelque sorte. Hein. Voilà. Donc, on est les gars du bâtiment, hein, et donc, voilà, on assume. Hein, et on vote à main levée. Donc, ça, c'était une tradition d'avant 14. C'est vrai que dans les assemblées générales de grève, les centaines d'assemblées générales de grève que j'ai pu lire, les comptes rendus d'avant 14, effectivement, c'est une pratique qu'on retrouve couramment. Et elle se maintient ensuite via ces syndicalistes unitaires. Donc, il nous dit, les délégués n'étaient pas élus à bulletin secret, mais à main levée. Le mandat tacite avait la durée du chantier, et un délégué qui ne donnait pas satisfaction pouvait être changé par un nouveau vote. Cette pratique avait déjà été appliquée avant la guerre 14-18, notamment dans certains chantiers du métro. Elle se généralisera au lendemain de cette guerre et persistera jusqu'en 1936. Voilà. Donc, on est clairement là aussi dans des manières de concevoir l'interaction entre les représentants et les représentés dans les formes de pratique qui étaient celles des syndicalistes du bâtiment d'avant la Première Guerre mondiale. Donc, ce qui veut dire qu'au fond, voilà, on voit bien, et je conclurai là-dessus, il y a bien une filiation entre le bâtiment syndicaliste révolutionnaire d'avant-guerre et le syndicalisme unitaire de la profession. Ça m'apparaît tout à fait clair. Mais d'ailleurs, ça peut être, alors, comme François est là, je vais en parler un tout petit peu, mais on retrouve la même chose, mais d'une certaine manière en sens inverse, chez les électriciens gaziers. Alors pourquoi je dis ça? Parce que là où il y a filiation chez les syndicalistes du bâtiment, c'est dans ces pratiques d'action directe, brute, hein, si je puis dire, voilà, de force d'une certaine manière, mais on retrouve aussi la tradition chez les syndicalistes unitaires des électriciens gaziers que j'ai vus agir dans la région parisienne à l'époque de l'entre-deux-guerres. On retrouve la manière dont agissaient les syndicalistes électriciens gaziers d'avant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire là, dans une logique, au fond, beaucoup plus, alors, je vais employer ce terme-là, bien que je ne l'aime pas, qui ne veut pas dire grand-chose à mon sens, mais tout le monde comprendra pourquoi je vais l'utiliser, dans un sens, disons, réformiste. Comme faisait Pato. Pato, c'est un syndicaliste, Pato, ça dit quelque chose à tout le monde, j'imagine, c'était un syndicaliste révolutionnaire, mais une fois qu'il avait coupé le courant, dans la foulée, il se rendait tout de suite à l'hôtel de ville et puis il allait négocier. Ouais. On va voir les autorités, on va voir le préfet, on va voir les élus municipaux, et puis on remet le courant aussi vite que possible. Parce que le but, c'est d'obtenir les avancées concrètes, etc. Et voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Les syndicalistes unitaires, pareil, ils n'ont aucun problème avec ça. Et, je me souviens d'un rapport de police effaré. Le rédacteur du rapport, il n'en revient pas. C'était en 1923, je crois. Il y a un conflit important et il dit des représentants du syndicat unitaire attendent dans les salons du ministère et il dit comme de vulgaires réformistes. Il met dans son rapport, il dit ça. Bon. Mais voilà, d'une certaine façon, on est dans la tradition. Hein, on est adhérent aussi du Parti communiste, on assume d'être à la CGTU, mais on assume aussi ce qui est la tradition de ce secteur, à savoir des pratiques qui peuvent, y compris, inclure le fait d'admettre et d'assumer des négociations avec des autorités qu'on est censé rejeter et pas avoir les mêmes pratiques, du coup, en effet, qu'un terrassier unitaire. Un gazier unitaire, il n'a pas la même approche qu'un terrassier unitaire. Chacun s'inscrit au fond dans le sillage de l'autre, mais ce qui est pas non plus
Je vois pas pourquoi, d'ailleurs, ça paraîtrait effarant. Qu'est-ce qu'il y aurait d'effarant de constater qu'un syndicaliste unitaire, au fond, s'inscrive dans le sillage d'un syndicaliste d'avant-guerre? C'est les mêmes, la plupart du temps. Alors, bien sûr, il va y avoir un renouvellement générationnel à un moment donné, mais quand on prend, je citais le rapport de 1923 de police, et probablement que, alors il ne cite pas de nom, mais il est probable que ceux qui en 1923 attendaient dans les salons, dans l'antichambre de M. Monoury, hein, s'appelait le ministre à l'époque de l'Industrie, c'était probablement les mêmes que ceux qui étaient présents quelques années plus tôt. Hein, on n'a pas encore, c'est pas encore la génération du Front populaire qui est à la manœuvre. Donc on a aussi, voilà, je pense, des passerelles qui se font parce qu'on a en partie, même certains que je citais tout à l'heure parmi les responsables CGTU du bâtiment parisien, il y en a beaucoup qui étaient déjà syndiqués actifs avant et pendant la Première Guerre mondiale. Donc, quoi de surprenant à ce que les uns et les autres reprennent des traditions. Donc voilà, pour moi, des traditions qui prédominent, je disais, par rapport aux questions politiques, et encore, hein, puisque pour moi, on est quand même dans une perspective qui prétend demeurer révolutionnaire, qui était quand même aussi une perspective, même si elle était envisagée différemment avant la Première Guerre mondiale. Donc on a dans le bâtiment, et à mon sens ailleurs aussi, un syndicalisme CGTU qui n'est ni désincarné, hein. Quand je dis ni désincarné, c'est-à-dire qui n'est pas sans racines, hein, ni désincarné, ni inféodé. Moi, je réfute cette idée qui consisterait à penser ou à dire ou à écrire que la CGTU est inféodée au Parti communiste. D'où l'intérêt, encore une fois, parce que si on peut dire qu'il n'est ni désincarné ni strictement inféodé, c'est parce que, comme je le disais au début, quand on regarde les stratégies d'implantation, quand on regarde les stratégies d'action, les pratiques mises en œuvre, eh bien, on peut constater que ces pratiques se focalisent sur une histoire qui est celle d'une profession, sur les liens qu'il y a avec une profession, et on n'est pas dans une optique de rupture qui, d'ailleurs, serait, si tel avait été le cas, le meilleur moyen de ne parvenir à syndiquer personne, ou en tout cas pas grand monde. Voilà. Voilà mes constats de jeunesse. Non, sur les relations CGTU-CGT, notamment dans la période de grande scission, disons, est-ce qu'il y a des passerelles qui continuent d'exister? Est-ce qu'il y a des pratiques d'unité d'action existent-elles? Et est-ce que ça construit quelque chose du point de vue de l'approche de la réunification? Alors, des pratiques unitaires, il y en a, oui. Oui, il y en a. Alors, attention, il n'y en a pas non plus une très grande quantité. Alors, en effet, plus on approche du milieu des années 30, plus il y en a. Et d'ailleurs, il y a une thèse qui a été faite par un doctorant coréen, hein, tu te souviens, Michel, oui, sur les pratiques unitaires oui. Voilà, avant la réunification. Tu l'as lu aussi? J'en ai lu des morceaux parce que je ne sais pas qu'elle a disparu de la bibliothèque de Condorcet. Ah, d'accord. Ben, j'en ai chez moi. Je l'ai chez moi puisqu'il me l'avait donné. Ah, bon. Voilà. Donc, si tu la cherches, je pense pouvoir la trouver dans mes archives. D'accord, on va reparler de ça. Voilà. Et qui montre justement que la pratique à vie, justement, fait partie des moments où il peut y avoir un rapprochement, une interaction entre les unitaires et les confédérés. Mais c'est le cas déjà, y compris bien avant disons, le processus qui va donner lieu à la réunification. Il y a même des grandes grèves unitaires qui sont menées. Voilà. Encore une fois, il n'y en a pas des masses, mais il y en a. Et la réunification, elle se fait comment? Alors, dans le bâtiment, la réunification, elle se fait évidemment à l'avantage des unitaires. Ouais. Voilà. Bon, je ne vais pas étudier particulièrement cette période. Je ne voudrais pas m'avancer trop, mais bon, voilà. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, on est clairement dans un rapport de force qui est à l'avantage
à l'avantage très net des unitaires. Hein. Je citais les chiffres tout à l'heure, quand tu regardes le moment de la réunification, hein, si je reprends mes chiffres, voilà, ils sont 13 000 à la CGT, et ils sont 30 000, non, qu'est-ce que je dis, 35 000, voilà, 13 000 à la CGT, 35 000 à la CGT. Donc, on a un rapport de presque 1 à 3. Quoi. On ne connaît pas le contentieux propre à la réunification. Le bâtiment semble avoir. A priori, oui, maintenant. Ça a marché tout seul. Oui, enfin. Presque. Voilà. En tout cas, sans doute que justement, ces modalités d'action unitaire, elles ont préparé le terrain. C'est ça que. Il n'y a jamais eu manifestement, ou quasiment jamais, on va dire de rupture totale, hermétique, sans jamais de relation entre les uns et les autres. Ça, c'est. Et en région parisienne, le rapport de force va être encore plus marqué, plus net. Parce que ce qui est intéressant, il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais moi, c'est précisément cette continuité qui est en même temps une continuité de culture professionnelle. Alors, parce qu'on a là une organisation, enfin en région parisienne, parce qu'après, dans le reste de la France, c'est sans doute plus compliqué, qui est quand même présente et qui a un enracinement. Et donc, à partir de là, l'organisation qui prédomine, elle prédomine tout le temps, d'une certaine façon. Et elle est en même temps forcément l'héritière, parce qu'elle draine, même si tous les dirigeants sont communistes, ils drainent vers les unitaires des gars qui, peut-être à Toulouse, seraient à la CGT ou ailleurs. Hein, donc, ça doit entrer en ligne de compte. Alors, en même temps, le bâtiment, c'est une tour de Babel des métiers. Et donc, d'insister sur les terrassiers, effectivement, on voit bien la terrasse avec son truc viril, on va dire, hein, et tout ce que ça implique. Mais est-ce qu'on perçoit plus que des nuances? Est-ce que, par exemple, les confédérés, ils sont plus présents dans tel type de métier, et peut-être les autonomes, mais bon, c'est vrai que les autonomes, apparemment, ils avaient des cadres, mais ils n'arrivent pas à attirer les troupes. Donc ça, c'est une première question. J'ai une deuxième type de question, c'est sur l'engagement politique. Alors, tu nous as dit, ils sont au Parti communiste et ils y restent. Et même ils sont présents aux élections et tout. Dans d'autres fédérations, c'est parfois plus éphémère. Mais c'est vrai qu'il y a un passage par le Parti communiste. Mais autrement dit, être au Parti communiste en 22, ce n'est pas forcément la même chose que de l'être en 32. Donc, le passage par le Parti communiste est un élément important qui explique l'interaction qu'il y a pu y avoir entre les deux, mais ça n'a pas forcément la même signification selon les branches. Mais dans les noms que tu as cités, on en voit quand même en 1939 un paquet qui rompent. Donc voilà, alors je sors de la période strictement unitaire, mais est-ce que précisément, là, il n'y a pas en quelque sorte une épreuve qui met ces syndicalistes unitaires et communistes pour lesquels ça allait de soi, en quelque sorte, les deux adhésions, là, en véritable dilemme. Et dans les conditions de 1939, ça fait craquer un certain nombre de choses qui semblaient aller de soi. Et puis, la dernière question que je voulais te poser, c'est l'ouvriérisme dans la fédération du bâtiment. Ça ne doit pas être rien, quand même. Et autrement dit, quand il y a dans la confédération, est-ce que cet héritage que tu as bien mis en avant, comment c'est vu à la confédération, ou éventuellement aussi
au Parti communiste, comme on les voit, les gars du bâtiment, comme une force de frappe, mais peut-être parfois un peu gênante, un peu encombrante. Enfin, j'en sais rien, je durcis les choses. Bah, là-dessus, je n'ai pas de réponse, hein. C'est une hypothèse, en effet, qui se tient. Voilà. Maintenant, je ne suis pas allé voir, je n'ai pas particulièrement observé cet aspect-là, donc je ne voudrais pas m'avancer et dire des choses qui seraient fausses. Après, sur les cultures professionnelles, là, oui, là, c'est clair que, quelle que soit la période, hein, que ce soit l'avant-guerre ou l'entre-deux-guerres, les cultures de métier demeurent très, très fortes. Alors, je rappelle quand même, hein, que le bâtiment a tardivement réussi à se rassembler. C'est seulement en 1907, hein, qu'il y a une fédération du bâtiment dans la CGT qui rassemble l'essentiel du secteur, mais il y avait un morcellement très très fort parce qu'il y avait des traditions aussi professionnelles très très fortes. Et puis, y compris aussi, alors ça c'est les frères Bonnef, hein, qui l'expliquent très bien, il y a le processus de la construction. Quand on construit quelque chose, les professions se succèdent. Elles sont pas forcément, et même rarement ensemble. Et donc, c'est un peu ça qui décrivent les frères Bonnef. Mais je pense que c'est assez vrai et que ça va perdurer aussi, hein, ensuite. Voilà, il y a vraiment une strate, hein, les professions qui s'ajoutent les unes aux autres, mais qui ne se mélangent pas, y compris dans la manière de produire, puisque voilà, le terrassier, il ne vient pas en même temps que le charpentier, hein, quand on construit une maison ou un édifice. Donc, ça participe à maintenir, mais y compris dans l'entre-deux-guerres, des particularismes de métier qui restent extrêmement prégnants, avec, bien sûr, pour ce qui est de la région parisienne, les terrassiers, hein, qui demeurent vraiment la profession, malgré tout, modèle dans les modalités d'action, d'organisation, et qui a des modalités d'action qui peuvent être aussi, d'ailleurs, assez sensiblement différentes de celles des autres, hein. Par exemple, tout à l'heure, je parlais du coup de poing ou des actions qui pouvaient être violentes dans les pratiques de grève. Chez les terrassiers, c'est beaucoup plus fréquent que chez d'autres. Voilà, donc, y compris, effectivement, dans les pratiques, on retrouve des cultures professionnelles, des cultures de métiers qui restent extrêmement importantes. Avec des métiers qui prédominent en effet à la CGTU. Par exemple, les terrassiers, voilà, il y en a très peu chez les confédérés. Et ce n'est pas pour rien, en effet. Parce que clairement, le terrassier, c'était l'archétype, je le disais tout à l'heure, du syndicaliste révolutionnaire. Donc, enfin, avant-guerre, on ne va pas beaucoup le retrouver chez les syndicalistes. Des grèves de terrassiers menées par des syndicalistes confédérés, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. C'est vraiment, ça reste très circonscrit aux syndicalistes unitaires. Voilà, donc, en effet, il y a des professions dans lesquelles la CGTU est beaucoup plus hégémonique que dans d'autres. Cela dit, la CGT confédérée étant tellement peu implantée au fond dans la région parisienne que c'est pas, voilà, la comparaison n'est pas vraiment entre métiers très significatifs parce que voilà, ils sont si peu nombreux. Par contre, elle l'est peut-être plus du coup avec les syndicalistes autonomes, qui aussi, même en dépit des limites que j'ai essayé de montrer à la fois de leur implantation et de leur capacité à rassembler autour d'eux pour mener des grèves, qui vont être aussi présents pas mal chez les terrassiers. Les terrassiers, par exemple, il y a une forte concurrence, y compris sur le terrain des grèves, parfois, entre unitaires et autonomes. Et même, on a des extraits de textes comme ça, ou de déclarations, où certains syndicalistes unitaires disent si vous allez faire la propagande sur tel chantier, faites attention, parce que vous allez peut-être croiser les syndicalistes autonomes. Et de temps en temps, apparemment, c'était tendu. Voilà. Ils faisaient, semble-t-il, de temps en temps le coup de poing entre eux. Mais parce qu'ils étaient en effet sur un terrain plus concurrentiel. Et ça, par contre, ce genre d'anecdote, qui en même temps est assez significative, ce genre d'anecdote, je n'ai jamais retrouvé, par exemple, un syndicaliste CGTU qui disait à un de ses camarades, fais attention, tu vas peut-être rencontrer un syndicaliste confédéré et qui va te poser problème si tu vas sur tel chantier. Ça, on ne le retrouve pas. Par contre, on le retrouve avec les syndicalistes unitaires. Alors, je pense à propos de la rupture de 39. Bon, là, je n'ai pas non plus étudié spécifiquement cette période et les motivations de la rupture chez les syndicalistes, chez
élus communistes issus du militantisme unitaire du bâtiment. Mais je pense, enfin, comment dire, j'allais dire d'une certaine manière, on peut se poser la question de savoir si au fond leur engagement partisan n'est pas plus fragile que d'autres. Au sens où, pour moi, ils restent avant tout ce sont des syndicalistes. Voilà, c'est des syndicalistes. Donc, en effet, étant d'abord et avant tout des syndicalistes, voilà, ils sont peut-être moins engagés, je dirais, dans une forme de, je n'aime pas trop ce mot-là, mais une forme de patriotisme de parti qui voudrait qu'on va suivre la position à un moment donné de la direction du parti. Et de fait, même y compris, il me semble, je ne suis pas spécialiste du Parti communiste, mais de ceux que j'ai cités tout à l'heure, ce n'est pas non plus des militants qui, à ma connaissance, ont eu un impact majeur sur les orientations du Parti communiste. Hein. Même Giton. Alors, Giton, oui, effectivement. Mais les autres, Fourier, pas non. Hein. Puis les autres, après, ils ont eu des responsabilités ici ou là, mais qui n'étaient pas forcément nationales. À ma connaissance, ça n'a pas été des militants majeurs ou qui ont influé sur le destin du Parti communiste. Donc pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est des syndicalistes communistes. Parce que au fond, voilà, si on devait résumer l'histoire des relations CGT-UPC, on pourrait la résumer autour de la question: suis-je un syndicaliste communiste ou un communiste syndicaliste? Voilà. Alors, c'est un peu schématique, mais on peut se poser cette question-là. Et pour moi, un syndicaliste du bâtiment, il répond très simplement: je suis un syndicaliste communiste. Voilà. Avant d'être un communiste syndicaliste. Et je pense qu'en effet, c'est quelque chose qui peut permettre de contribuer à expliquer leur positionnement au moment de cet épisode. Après, je crois qu'il y a Jean Robert aussi. Je parle bien sûr. Oui. Vous pouvez poser une question? La Fédération du bâtiment a adhéré à la CGT en 1907, parce que ils ont mis le temps, peut-être d'accord. Moi, je suis allé à Bobigny, aux archives nationales, donc j'ai lu les rapports des congrès de la CGT qui a suivi la Première Guerre mondiale. Et un truc qui m'a choqué, c'est que, enfin, oui, ça m'a choqué quand même, c'est qu'il y a eu un débat, puisqu'il fallait reconstruire toutes les villes de France qui avaient été rasées par tous les bombardements, tous les massacres qu'il y a eu à la frontière franco-belge, allemande, etc. Et c'est à ce moment-là que le syndicat a négocié avec le patronat, le syndicat patronal, la journée de 8 heures, moyennant quoi il mobilisait les travailleurs. Et il y a eu une intervention notamment d'un représentant d'une région, parce qu'à l'époque, c'était je ne sais plus quelle région, qui s'en prenaient aux travailleurs flamands, qui étaient affamés, parce qu'à l'époque, la Belgique, c'était les Wallons qui vivaient relativement correctement, et les Flamands qui crevaient la dalle, et donc ils venaient bosser pour une poignée de cerises. Et c'était carrément des propos, on pourrait les retrouver dans la bouche le péniste aujourd'hui. Enfin, c'était quand même assez chaud. Et la CGT, majoritairement, a décidé que la seule solution de sortir, c'était de syndiquer ces salariés-là, de les considérer prolétaires de tous les pays, unissez-vous. À l'époque, c'était d'actualité. Et ils ont donc pris cette décision majoritaire. Et ça, je m'en suis servi dans tous les stages dans lesquels je retrouve des fils d'immigrés italiens, portugais, marocains, etc., et qui sont quelque peu séduits par les thèses racistes. Donc, c'était des travailleurs flamands qui sont venus après les massacres qu'il y a eu dans le sud de la France avec les Italiens. Et puis, il y a une chose que je n'ai pas trouvé à l'origine, c'est, vous savez, la Fédération de la construction, dont je fais partie, a des organisations, des unions syndicales de la construction qui sont locales. Et ils appellent les unions locales les interpros. C'est-à-dire qu'ils ont des structures parallèles aux structures. Et ça date de quand? Est-ce que c'est lié? Alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'ils ont été influencés par les syndicalistes révolutionnaires, les syndicalistes, notamment Ferrand Pelloutier, qui a été créateur des Familles du travail, parce qu'il voulait que les salariés se retrouvent dans des structures et qu'ils oublient les particularités corporatives. C'était une lutte anticorporatiste, on va dire. Et de l'autre côté,
ces militants qui étaient donc influencés par ces idéaux anarchistes, anarcho, et ils ont quand même constitué des. Est-ce que ces unions syndicales de construction datent de cette époque ou c'est des décisions qui étaient prises après-guerre ou quand la CGT a été reconstituée à la fin de la guerre? Je n'ai pas de réponse à ça. Moi non plus. Je n'ai pas travaillé sur les structures. Et j'étais clair. Oui, oui. Oui. Jean-Louis Robert, oui. Jean-Louis? Oui, merci de ton exposé qui était très intéressant. Moi, j'avais une question à te poser pour revenir un peu sur ce qu'a dit Michel au niveau des métiers. Est-ce que il y a un débat ou au moins des analyses dans la fédération unitaire sur la spécificité de l'évolution industrielle du bâtiment dans l'entre-deux-guerres et qui concerne d'ailleurs aussi les métiers puisque on est dans la phase, alors c'est une forme spécifique de rationalisation et d'industrialisation, c'est très particulier, mais on est dans la phase où quand même on voit la disparition de la maçonnerie pierre, ou en tout cas la diminution très brutale de toute une série de corps de métier, leur raréfaction, tailleur de pierre, qui était l'élite ouvrière du 19e siècle, et maçonnerie pierre, au profit de tout ce qui tourne autour de la construction en béton, et qui modifie aussi toute une série de procédures de construction. Ce n'est pas nécessairement une révolution aussi intense que la standardisation et la rationalisation dans les grandes usines, mais ça procède de la même chose. Donc, d'ailleurs, on voit bien qu'à un moment, il y avait deux syndicats de la maçonnerie, celui de la maçonnerie pierre et puis les autres qui s'étaient réunis dans un autre syndicat. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un débat sur des formes spécifiques de l'évolution de l'industrie du bâtiment dans la fédération unitaire, évolution qui est quand même assez sensible, qui s'était déjà amorcée avant 1914. Il y a des discussions dans la fédération CGT sur comment le métier est en train de se transformer, mais comme souvent, c'est dans l'entre-deux-guerres que ces processus s'accélèrent. Voilà, donc je veux savoir, est-ce que ça les a fait discuter un peu ou est-ce que finalement, on s'adapte localement aux situations? Alors là, il faudrait revenir, il faudrait que je revienne ou que je relise les congrès de l'époque. Ce dont je me souviens, c'est qu'il y a des choses qui sont dites là-dessus. Après, déjà, c'était le cas avant la guerre de 14 d'ailleurs. Moi, j'ai toujours constaté un intérêt des syndicalistes du bâtiment pour l'évolution de leur métier. Alors après, s'agissant de est-ce qu'il y a eu des débats de fond sur ces questions-là, ça, je ne sais pas. Je ne voudrais pas répondre n'importe quoi. Voilà, il y a des choses, je me souviens avoir vu des choses, des réflexions autour de la transformation des métiers. Voilà, après des débats de congrès, alors là, il faudra vraiment revenir relire les congrès CGTU de l'époque. Hein. Ça, je n'en ai pas le souvenir, je ne les ai pas relus pour aujourd'hui. Qui souhaite intervenir? Michel? Oui, alors c'est vraiment une question de détail au nombre des pratiques héritées. Est-ce qu'il y a aussi celle dont j'avais gardé des souvenirs de lecture, bien entendu, d'avant 14, sur le contrôle des cartes sur les chantiers? Oui, ça existe. Ça se poursuit entre deux guerres. D'ailleurs, ça apparaissait un petit peu dans la citation de tout à l'heure, où avant de les embaucher, dans certains endroits, dans certains chantiers, on demandait à ce qu'ils prennent. Il y avait une forme de tentative de contrôle de l'embauche, notamment au travers de la pratique des cartes syndicales. C'était quand même spectaculaire. Oui. Ils encerclaient le chantier et il fallait montrer la carte syndicale. Oui. Sinon, il y avait des aléas. Ah oui.
Oui, tout à fait. Alors, on retrouve dans le contrôle à l'embauche, hein, ça fait partie voilà, des grandes pratiques du secteur, y compris, on l'a dit tout à l'heure, vis-à-vis de la main-d'œuvre étrangère, d'ailleurs. Pas forcément pour savoir qu'elle était syndiquée, mais pour qu'elle ne soit pas en trop grand nombre. Mais oui, il y a des pratiques de ce type-là qu'on peut retrouver. Ça marche. Ah bah, merci. Alors moi, je te conseille de... C'est quoi? Non, c'est rien, c'est un mot qui était Ah, d'accord. pas une question. Ce que tu disais sur les réticences à l'égard des journées à l'initiative du Parti communiste, bon, c'est vrai qu'on le trouve un peu partout, sauf que dans le bâtiment, ça ne crée pas de scission, et que dans d'autres branches, ces questions-là sont des points sur lesquels ça va jusqu'à la scission. Voilà, donc il y a aussi quelque chose. Les mêmes unitaires, enfin, qui ont la même adhésion à une confédération, dans le bâtiment, ils laissent de côté ailleurs, c'est un motif de rupture. Oui, je pense qu'ils sont assez d'accord, hein, on disait tout à l'heure, hein, sur syndicalistes. Ouais. Ouais. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas trop de... comment dire, il n'y a pas trop de débat, quoi. Voilà. D'ailleurs, sur ces journées, je disais tout à l'heure, hein, on les voit quasiment pas apparaître quand on lit les rapports de police sur ces journées là, du 1er août. Ils ne parlent pratiquement pas du bâtiment. Hein. C'est vraiment presque un angle mort de ces pratiques-là. Autant ils parlent beaucoup des métallos, ils parlent plus des secteurs dans lesquels, des transports, dans lesquels il y a des débats autour de ça, mais pratiquement pas du bâtiment. C'est un peu comme si ce n'était pas vraiment un sujet. Sur une question un peu marginale, mais le rôle des camarades du bâtiment dans le service d'ordre de la CGT. Tu peux nous en dire quelques mots? Non. 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 Bon. Non, mais vas-y si tu veux. Non, mais ils ont joué un grand rôle. Ils ont été l'encadrement des manifestations. C'était vraiment... on faisait appel à eux. Hein. Oui, c'est des costauds. Oui. C'est des costauds. Ils avaient un rôle physique très important dans l'organisation d'un certain nombre d'initiatives. Oui, donc ils assument et dont ils sont fiers. Hein. Quand on voit, il y a certains... Dans les grèves, des fois, c'est amusant de lire des fois les rapports de police, hein, y compris les grèves des années 20. C'est presque des batailles rangées parfois. Absolument. Enfin, on a l'impression qu'il y a deux fronts. Quoi. Il y a le front de la police d'un côté, puis celui des terrassiers, notamment de l'autre. C'était très connu. Ça me fait penser un peu aux mineurs, d'ailleurs, sur une manière. Au Docker, si je peux me permettre. Au Docker aussi. Oui, c'est vrai, ils sont costauds aussi. Non, mais je pense aux mineurs parce que des fois, je pensais à ces grèves de l'après-guerre, de 47, 48 surtout, les types, les mineurs, quand les CRS avaient réussi à dégager un puits de mine pour faire reprendre le travail, donc ils reculaient, puis ils reconstituaient leurs forces, et puis ils partaient à l'assaut des compagnies de CRS, quoi. Et ils le reprenaient, il y a des épisodes comme ça, ils arrivent à leur reprendre le puits que les CRS avaient réussi à dégager à un moment donné, enfin, ont des vraies batailles rangées, quoi. Alors, chez les mineurs, c'est encore plus spectaculaire, mais c'est vrai que chez les terrassiers, il y a quelquefois des sacrés affrontements. Au moment de l'insurrection parisienne, 1944, Le Gall, le secrétaire du syndicat clandestin des terrassiers, et un organisateur de barricades dans beaucoup d'endroits. Donc, c'était là la tradition est vivante. Alors, à propos de la tradition, puisque, alors, je suis complètement convaincu par ce que tu dis sur l'héritage des pratiques, mais est-ce qu'on a des continuités de cadre? Parce que
jusqu'en 14, et après, est-ce qu'il ne se produit pas là aussi un rajeunissement qui fait que on a peut-être été syndiqué avant la guerre, mais on n'avait pas de responsabilité, et il y a quand même un renouvellement de cadre. Enfin, c'est une question là sur laquelle je ne sais rien. Donc, voilà, je n'ai pas fait d'études non plus statistiques. Est-ce que je peux prolonger juste une seconde ce que tu viens de dire, Michel? Vas-y, Jean-Louis, vas-y. L'exemple typique, à mon avis, c'est Périca. Voilà. Il avait tout pour être normalement le secrétaire de la fédération unitaire du bâtiment après la scission ou après la... Voilà, et en fait, effectivement, il n'est plus là, tout en étant quand même membre du Parti communiste. Donc, il y a bien une sorte de rupture assez complexe à comprendre entre le syndicalisme d'avant-guerre, le syndicalisme de la guerre, et donc là, il y a un rapport à la guerre et à l'avant-guerre qui me semble s'exprimer dans la figure de Périca, hein, le fait qu'il, et lui et peut-être d'autres, hein, là je ne suis pas capable de suivre, militants d'avant-guerre qui avaient participé au combat pendant la guerre, au combat pacifiste en particulier, et à d'autres formes de combat, on laisse tomber après 18. Hein, voilà, il faudrait voir, est-ce que c'est un cas significatif, très personnel, ou au contraire beaucoup plus significatif de phénomènes de génération perdue, entre guillemets. Hein. Je pense que c'est significatif, oui. Le cas de Périca. Alors, bon, il faut dire aussi qu'il était quand même là depuis un petit moment. Bon, ça faisait longtemps qu'il était dirigeant syndical. C'est vrai qu'on ne trouve plus à la tête de l'organisation, on ne trouve plus les mêmes qu'avant 14. Et j'étais presque en train de me dire que finalement, il y a peut-être là aussi une forme de filiation. Parce qu'avant la guerre de 14, il y avait des débats dans certains congrès du bâtiment sur le renouvellement et sur notamment, alors je ne sais plus quelle année c'était, un congrès qui a été assez agité sur la thématique de ce qu'ils appelaient, ceux qui étaient opposés à cela, les fonctionnaires syndicaux. Voilà, donc il ne fallait pas rester trop longtemps en responsabilité. C'était contraire à leur conception du syndicalisme. Donc on peut aussi peut-être penser que d'une certaine manière... Mais on n'en retrouve pas à la CGT, ou chez les autonomes de ces anciens responsables. Là, je vais pas bon, d'accord. Mais chez les autonomes, non. Non, pas chez les autonomes. Chez la CGT, peut-être, comme fédéral. Mais je pense que là aussi, il y a quand même une tradition qui existe. C'était sans doute parmi les professions, une de celles qui était la plus axée sur la nécessité de renouveler les mandats et de ne pas les laisser tout le temps entre les mains des mêmes personnalités. Ils étaient sourcilleux là, sur ce sujet, quand même. Mais dans l'entre-deux-guerres, au sortir de la guerre, d'accord, mais ça se prolonge, on retrouve des thèses similaires, par exemple à la fin des années 20 ou aux années 30. Non, c'est fini. Là. C'est pas, oui. Et puis d'ailleurs, je n'ai pas fait le calcul, mais a priori, les mandats sont quand même plus longs qu'ils ne l'étaient avant. Donc ça, c'est quand même assez, ça me paraît assez clair, même sans avoir fait d'études statistiques sur la durée des mandats. On retrouve quand même sur une plus longue durée les mêmes noms. Alors, un syndicalisme en même temps très pragmatique d'ailleurs. Parce que là aussi, ça fait partie de la tradition, y compris du syndicalisme révolutionnaire. Périca, il était d'un pragmatisme incroyable. C'était un archétype du syndicalisme révolutionnaire, mais en même temps, dans des tas d'écrits de Périca où il explique que, y compris en 1906, autour de cette période, quand la CGT, il est 1906, on ne travaillera plus qu'8 heures, il explique dans la presse fédérale, voilà, l'objectif de la CGT, c'est les 8 heures, mais bon, vous êtes un chantier, vous travaillez 10 heures, vous demandez 9 heures. Et si vous avez 9 heures, vous demandez 8 heures. Bon, et ça perdure aussi. Hein. Il y a une forme de syndicalisme qui se veut révolutionnaire, mais qui est tout autant pragmatique qu'il est révolutionnaire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? J'ai encore une question.
Est-ce qu'il y a eu donc des syndicalistes italiens importants dans la fédération et une lutte antifasciste spécifique compte tenu de l'importance de l'immigration italienne? Alors, en région parisienne, il y en a, oui. Il y a quelques Italiens qui accèdent. Tout à l'heure, je citais le cas du conseil d'administration du syndicat des terrassiers parisiens, hein, où avait été désigné un Italien. Donc, alors ça reste très ponctuel, hein. C'est pas non plus très fréquent. Mais il y a quelques Italiens qui accèdent à des niveaux de responsabilité significatifs, donc notamment chez les terrassiers parisiens. Alors après, à l'échelon national, la fédération, ça par contre, je n'ai pas regardé, mais localement, il y en a. Il y a quelques Italiens qui accèdent à des responsabilités. Bon, écoute, Stéphane, on va d'abord te remercier beaucoup pour cet exposé très stimulant et qui prend sens vraiment dans la logique de ce qu'on a imaginé pour ce séminaire. Il est vraiment en plein dans les préoccupations qu'on a depuis le début avec ce séminaire. Voilà, donc maintenant, on va continuer, puisqu'on a un programme qui se poursuit tout autour de l'année 23, que Michel va me mettre sous les yeux parce que j'ai oublié de le prendre. Donc, on va donc traiter, je vais me permettre juste de le dire, Morgan Poggioli, qui viendra nous parler le 22 novembre de la CGTU en Saône-et-Loire, hein, parce qu'on essaie aussi de traiter à la fois le territoire et les professions. On a bien vu la région parisienne, hein, quand même. Oui, la région parisienne. Ensuite, le 13 décembre, Alain Gautron nous fera un exposé sur l'action et l'implantation de la CGTU parmi les postiers, parce que la fédération CGTU et PTT est une fédération importante. Et le 10 janvier, alors on passe en 2023, mais on va aborder avec Serge Volikov une dimension aussi qui est très, très importante, qui est la dimension des relations entre la CGTU et l'Internationale syndicale rouge. Donc, mettre des pieds dans la question de l'international. En février, le 7, on se retrouvera avec René Gaudy sur les questions. François est parti, mais ça l'aurait intéressé de m'entendre le dire. L'intervention de la CGTU parmi les travailleurs de l'éclairage et des services publics. Pourquoi éclairage et services publics? Parce que la fédération, à l'époque, elle organise à la fois les services publics et ce qu'on appelait à l'époque l'éclairage. Voilà. Alors, en février, le 14 février, on aura un jeune doctorant en histoire, Théo Bernard, qui lui portera un regard transversal sur la CGTU et les grèves ouvrières en général au début des années 50, des années 30, pardon. Et puis Jean-Louis Robert, que vous avez entendu tout à l'heure, lui, le 11 avril, j'espère qu'il pourra tenir le calendrier, il nous présentera une étude comparée de l'action et de l'implantation de la CGTU chez les cheminots et parmi les métallurgistes, qui sont quand même deux grands secteurs d'organisation du syndicalisme unitaire. Voilà notre programme, étant entendu qu'au fil du temps, et la séance d'aujourd'hui a été, de ce point de vue, très intéressante, nous accumulons quand même beaucoup de matériaux et il va falloir penser maintenant à savoir comment on va les faire vivre en les rapprochant les uns des autres de manière à construire une expression qui ne sera pas le dernier mot sur l'histoire de la CGTU, qui est peut-être une histoire impossible à écrire, en tout cas à l'étape où nous en sommes, mais des éléments qui nous permettront déjà de poser un certain nombre de jalons de compréhension de ce qui a été quand même un grand moment de l'histoire syndicale française. Donc Stéphane, tu ne mets pas tes notes à la poubelle. Et tu ne mets pas tes notes à la poubelle, surtout. Tu as été enregistré à ton insu. Alors, sur mon plein gré, c'est ça. Parce qu'on se méfie toujours des conférenciers qui ne laissent pas de notes. Alors on les enregistre. Tu comprends pourquoi? Des fois, on dit en plus des choses qui ne sont pas dans les notes. Donc, voilà, très bien.
Alors, merci beaucoup à tous et à très bientôt, j'espère. En tout cas, on vous accueillera avec plaisir et sympathie, comme d'habitude.